Et salut, bienvenue à tous. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de podcast, tout du moins sur un sujet, sur des sujets variés, parce que c'est vrai que d'habitude je parle un peu de mes expériences, ce qui somme toute est quand même le cas dans ce podcast. Oh là, je commence mal aujourd'hui. Somme toute quand même avec mon expérience. J'ai, euh, je réfléchis beaucoup aussi aux sujets que je vais pouvoir aborder. Réellement, si je pouvais aborder tous les sujets, je m'arrêterais au milieu de la course quand j'écoute un podcast de quelqu'un pour tout de suite rétribuer mes connaissances, discuter avec lui et même vous en apporter parce que j'en écoute énormément. En fait, réellement, si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, vous verrez que je suis quelqu'un qui aime le sport, l'aventure, les extérieurs, les défis. J'en ai fait l'année dernière en essayant de faire une compétition de bodybuilding. J'ai essayé parce que, évidemment, avec le Covid, je pense que tout le monde a essayé de faire du sport l'année dernière, enfin des compétitions. Beaucoup n'en sont pas arrivés, comme moi, puisque elle a été annulée, mais ça ne m'a pas empêché d'aller jusqu'au bout, en termes de régime alimentaire, parce que je vais aller jusqu'à la sèche et à en fait, j'ai gardé tous mes entraînements. Et là, donc, je me suis mis depuis pas mal de temps au running, on recommence le running. Ça a été une grande passion, c'est comme ça que j'ai découvert le sport, parce que, à savoir que, à la base, j'étais quelqu'un qui aimait la danse classique, qui aimait les raids, les trails, les sorties. Voilà, j'étais quelqu'un qui aimait la souplesse, la douceur, la danse. Ce qui, somme toute, est un grand, grand sport parce qu'il faut quand même avoir énormément de capacités musculaires, de respiration, etc. Puis je m'étais arrêtée et j'ai repris le sport en revenant en Nouvelle-Calédonie après mes études en métropole à Bordeaux. Et pour reprendre, j'ai commencé à courir parce que c'est bien sûr l'activité que tout le monde pense être la plus simple puisqu'il n'y a pas de matériel. Puis après, j'ai fait rentrer un peu la muscu, le renfort, tout ça, dans ma vie pour éviter d'être juste une planche à pain qui court, parce que c'est vrai que la course, plus mes problèmes de santé au niveau digestif, j'avais plus vraiment un corps de femme. Et je rebondis sur ce sujet parce que aujourd'hui j'avais envie un peu de parler du côté féminin du sport. Pourquoi? Parce que c'est vrai que, bon, je sais que beaucoup d'hommes, d'ailleurs, je trouve, quand je regarde les listings, beaucoup d'hommes écoutent des podcasts de sport et on a tendance à beaucoup aussi comment suivre les conseils d'hommes dans le sport. C'est vrai que j'avoue que si je devais faire un petit bilan autour de moi, je croise beaucoup plus d'hommes à la salle, beaucoup plus d'hommes qui courent ou de vélos qui font du vélo, beaucoup de podcasteurs hommes dans le monde du trail, de la muscu, du sport au sens général, de l'endurance, qui donnent des conseils, beaucoup de coachs hommes. Donc c'est vrai que c'est un milieu, somme toute, pas, enfin, je veux dire, je critique pas, hein, assez, on va dire, masculin. Et moi qui suis une femme, c'est vrai que de temps en temps, je ne me retrouve pas sur leurs conseils, puisque ben, en fait, ils n'ont pas un métabolisme identique au nôtre, ça on l'entend bien. Bon, ils prennent de la masse musculaire, ils ont beaucoup de testostérone. Donc ça, je le redis encore une fois, mesdames, n'ayez pas peur de devenir super musclore à la salle en ayant juste à soulever des poids et à boire un petit peu de protéines laitières, parce que c'est pas comme ça que vous allez prendre énormément de muscles comme les bodybuildeuses qu'on peut voir. Parce que moi, par exemple, j'ai fait un concours de culturisme. C'était quand même dans une catégorie de bébé naturel et j'ai pas un volume musculaire énorme. J'ai du muscle, mais j'ai pas un volume énorme. Donc, à rappeler que, évidemment, dans ce monde-là, comme dans tous les mondes du sport, euh, pour les femmes, en tout cas, n'ayez pas peur, vous n'en prendrez pas de muscle si vous n'ajoutez pas de la testostérone dans votre petit lait du matin et dans votre chocolat. Et pour le reste, les sports ne sont pas, tous les autres sports ne sont pas exempts d'éventuels, on va dire, dopage. Mais ça, c'est un autre sujet que je n'aborderai pas aujourd'hui. Et puis, je ne sais pas si je l'aborderai, parce que je pense que c'est un sujet qui est amplement discuté sur les réseaux sociaux et sur les podcasts que j'écoute. Donc, je vous invite d'aller, si ça vous intéresse, à écouter un petit peu ce qui se fait dans le monde ailleurs que du bodybuilding, puisque
On parle de dopage que dans ce monde-là, puisque c'est visuellement ce qui ressort le plus, mais par contre, dans les performances physiques d'endurance, il y en a aussi. Donc voilà, donc je me suis mise à courir il y a quelques années, et en tant que femme, c'est vrai que je me suis sentie, en tout cas, j'ai eu l'impression d'être assez seule dans ce monde du sport, pour ce qui était des conseils, pour ce qui était de faire un parallèle avec ce qui était bien, pas bien, et comment faire pour garder son corps de femme, et puis peut-être s'adapter à des difficultés qu'on peut avoir de vie, ou de ressenti et hormonal. Alors, je rebondis parce que j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé un article, alors il y en a beaucoup hein, maintenant qui le font. J'ai trouvé un article sur les particularités de la sportive, sport, cycle, contraception. Je l'ai lu parce que je trouvais ça intéressant de savoir si effectivement, comme on pouvait l'entendre quand on était jeune et qu'on n'avait pas envie d'aller au sport au collège, est-ce que vraiment nos cycles, nos hormones, nos règles, le fait qu'on ait effectivement cet aspect-là du corps que l'homme n'a pas, peut engendrer des difficultés ou en tout cas diminuer nos capacités d'entraînement ou même réduire nos performances. Alors, c'est un beau sujet parce que, et j'y viendrai tout à l'heure, parce que c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Je me suis jamais demandé si le fait d'avoir mes règles allait m'empêcher d'aller faire du sport. Tout simplement, je pense parce que déjà d'une, le sport est pour moi ma dopamine, mais peut-être une dopamine pas si négative que ça. En tout cas, c'est ce qui me maintient, c'est ce qui me donne du boost, c'est ce qui me donne le moral, à défaut de manger du chocolat, bien que j'en mange aussi en ce moment et ça c'est pas très bon, donc il va falloir que j'arrête tout ça. Je m'aperçois que, si vous voulez, le fait de faire du sport me fait tellement du bien que même quand j'ai mal au ventre, même quand j'ai des difficultés, ne serait-ce que digestives, hein, sans parler des problèmes hormonaux, je fais quand même du sport. Donc c'est vrai que je me suis jamais interrogée de savoir si ça pouvait avoir des impacts et si ça pouvait même diminuer les capacités sportives pendant une période. Alors cet article est intéressant parce qu'il va effectivement sur ce sujet préciser qu'au moment des règles, on est souvent ballonné, fatigué, qu'on a un problème même de poitrine douloureuse, qu'on est quand même très ralenti par des effets secondaires, parce qu'on va les appeler comme ça, des règles, outre le fait d'avoir évidemment du sang et donc de devoir gérer, parce que bon, je vais être crue, hein, parce que moi je suis assez cache-piche-tâche, je pense pas que ce soit un sujet qu'il faille... Enfin maintenant on n'est plus dans les sujets tabous des règles, hein, il faut que les hommes aient conscience, et nous aussi en tant que femmes, que ce n'est pas un problème d'avoir ces règles, bien au contraire, on va y venir justement, et donc, du coup, outre le fait que bon, ça soit pas très agréable physiquement et qu'il faut trouver des solutions des fois un petit peu urgentes, on a aussi tous les effets, pour certaines, soit décuplés, soit pas, des effets secondaires. Mais outre la difficulté que ça peut engendrer d'être ballonné, d'avoir des diarrhées, des constipations, etc., au niveau de la performance physique, on s'aperçoit que la période de règles n'entraîne absolument pas de diminution de performance physique. Alors, j'entends déjà des filles qui vont me dire « Ouais, mais moi, quand j'ai mal, je peux rien faire. » Oui, en fait, ce que vous avez, c'est simplement des douleurs qui sont liées avec les règles. Mais clairement, si vous devez faire votre sport au moment de vos règles, si vous n'y a rien qui vous empêche à le faire ou si vous arrivez à dépasser cette problématique de douleur, réellement, le fait d'avoir ces règles, le fait de perdre du sang, si vous voulez, pendant cette période-là, ne va pas réduire vos capacités sportives. En tout cas, c'est ce que les études montrent. Alors, bien sûr, c'est toujours pareil. On est sur un exemple type de plusieurs personnes, sur un étalonnage de femmes différentes qui ont des désagréments quand même communs sur l'effet d'avoir ces règles, qui sont peut-être moyennement sportives. Donc, c'est vrai que quand on n'est pas du tout, la douleur existant, faire en plus du sport, c'est compliqué. Mais pour les personnes qui ont un sport, pour les femmes qui font du sport régulièrement, leur période de règles n'empêche pas d'avoir les mêmes performances physiques que quand on n'a pas nos règles. Alors évidemment, certaines d'entre nous essaient d'éviter de les avoir pendant des compétitions, tout simplement parce que ça a comme avantage
si vous voulez, de ne pas avoir à gérer bon, bah, les changements physiques et éventuellement même des ballonnements ou des douleurs qui vont peut-être en fait, devoir être gérés au moment d'un exploit sportif qu'on veut mener. Donc c'est évident que si on fait des compétitions, on essaie de ne pas les avoir, comme ça on n'a pas à gérer cette problématique-là. Mais bien sûr, c'est un leurre si on est dans un cas de devoir enlever nos règles pendant la période à laquelle on est. Si on n'a pas, on est sous aucun moyen de contraception, si on n'a pas de pilule, clairement on peut pas le gérer. Et la pilule, c'est un leurre quelque part pour le corps, puisque en fait réellement la dose d'hormones et la gestion de tout ça est faite par pilule. Donc c'est pas vraiment des vraies règles que l'on a. Et généralement d'ailleurs quand on est sous pilule, réellement, on a une diminution des effets secondaires des règles, souvent, hein. En tout cas, on cherche à ça. Donc, on peut gérer effectivement l'arrêt des règles pendant les périodes de compétition, mais moi, je vous conseille absolument pas de ne pas les avoir du tout chaque mois ou d'essayer d'éviter pendant tous les mois régulièrement ou de manière assez régulière de ne plus les avoir parce que c'est pas vraiment la solution. La solution serait même de ne pas prendre de pilule, mais ça, c'est un avis personnel pour lesquels j'ai opté moi depuis pas mal de temps. Parce que il est rappelé dans cet article qu'on peut effectivement passer la période de perte de sang pour pas avoir des difficultés de sport. Mais quand on est sous stérilet, c'est plus compliqué parce que sous stérilet cuivre, on peut pas parce que réellement on n'a pas, on n'a pas la possibilité de l'enlever pendant la période fatidique. Et il préconise pour certaines, celles qui voudraient, de se mettre à ce qu'on appelle le stérilet aux hormones. Et pendant toute cette période-là, on n'a pas de règles en fait. Le stérilet sous hormones vous bloque la totalité de vos règles. Donc là, vous n'avez plus de règles du tout. Hein, c'est même pas une période. Alors au début, quand on vous le pose, si, mais après, c'est fini. Et moi, je sais que par expérience, pour celles et celles, parce que je pense que les hommes ne seraient pas très intéressés. Bon, je me doute bien que ce podcast va être très peu écouté par les hommes, mais bon, après, je trouve que les hommes devraient aussi s'intéresser à cette partie-là. Moi, je m'intéresse beaucoup à la partie musculaire et hormonale des hommes. Je trouve que c'est intéressant pour les hommes de s'intéresser aux femmes. Et peut-être même de pouvoir comprendre ce que vivent les femmes et leurs femmes autour d'eux. Ce que je voudrais quand même rappeler, c'est que pour celles qui voudraient essayer ce stérilet sous hormones, moi je l'ai testé. Alors je ne suis pas une source, bien sûr, d'inspiration pour toutes les femmes du monde, mais je l'ai mise et ça m'a donc complètement arrêté mes règles. Et ça a été juste après la naissance de ma fille, donc pendant 5 ans, puisque c'est le temps déterminé maxi qu'on peut garder ce stérilet. Je crois que d'ailleurs pour tous les stérilés, on est sur du 3-5 ans. Alors, par expérience, c'est vrai que ça m'a complètement réjoui de ne plus avoir mes règles. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de plutôt positif. Avant d'avoir ma fille, j'étais sous pilule, donc mes règles étaient un petit peu moins abondantes que celles que j'avais à la base, parce que j'étais quelqu'un qui avait énormément de règles abondantes et beaucoup d'effets secondaires. Je sais pas comment les appeler, mais bon. Alors si, dans l'article, alors je vais parler un petit peu plus français, comme ça sera plus, on va dire, plus amélioratif dans mon podcast. Il parle de la composante psychique du SPM. Alors SPM, ça, oui, les syndromes post-menstruels, prémenstruels et post-menstruels en l'occurrence, puisqu'on a des post et pré. Donc en fait, les effets du SPM, ça fera top, des syndromes qu'on a à ce moment-là, sont bien sûr inexistants. Mais moi, j'en avais énormément avant d'avoir ma fille. J'ai arrêté la pilule, je suis tombée enceinte. Enfin, somme toute, je ne l'ai même pas arrêtée, mais bon, c'est pas grave, ça c'est un autre sujet. Je suis tombée enceinte et j'ai pris tout de suite cette stérilet sous hormones pour lesquelles donc, il m'a empêché d'avoir mes règles pendant 5 ans. Et ça m'a un peu posé problème parce que bon, j'avais toujours ces vrais soucis digestifs et je me suis dit, il y a un moment donné, ne plus avoir ces règles, c'est un problème parce que je courais beaucoup, j'avais plus du tout d'hormones, enfin du moins je pense que j'avais plus une régularité hormonale classique. Et donc du coup, ça m'a vraiment mis sous une espèce de sensation d'être
de plus être femme et surtout de peut-être même aggraver comment d'empêcher mon corps d'être naturellement ce qu'il doit être. Voilà. Alors, évidemment que ça sous-entend de se retrouver dans une situation normale avec ces problèmes de SPM et donc peut-être de devoir parfois lutter pendant une activité sportive ou une journée face à des syndromes qui sont qui sont particulièrement désagréables. Ça, je l'entends bien. Donc ma démarche a été celle de retirer ce stérilet pour ne plus rien mettre du tout et ne même plus avoir de pilule. Or, ce qui a été problématique, c'est que je n'ai plus jamais retrouvé mes règles. Alors pour celles et ceux qui écouteront ce podcast, moi je n'ai aucune honte à en parler, mais depuis maintenant, écoutez, 9 ans, je n'ai plus mes règles. Alors, j'ai fait évidemment des recherches, je suis allée voir si c'était pas un problème évidemment au niveau de l'hypophyse, si j'avais pas des problèmes thyroïdiens, tout ça, on a fait. Bon, j'ai des hormones qui sont plus bactères avec des oestrogènes à zéro, j'ai plus rien, le mécanisme fonctionne sur les oestrogènes, donc clairement il y a un mécanisme que tu as rompu. Alors, je ne dis pas que c'est le stérilet qui l'a fait. À aucun moment je peux prétendre, et c'est pour ça que d'ailleurs que je vous invite souvent à avoir du recul sur les études qui sont faites. C'est pas parce que j'ai porté un stérilet qui m'a empêché d'avoir des règles que je n'ai plus mes règles aujourd'hui. Il est fort probable que ma problématique d'absence de règles se soit déroulée pendant que j'avais mon stérilet et que comme je ne pouvais pas avoir de règles, je ne pouvais pas m'en apercevoir. Ça se trouve, avec un stérilet classique, je me serais aperçu de l'absence de mes règles naturellement. Donc, quelque part, peut-être que dans ces 5 années, il s'est passé un phénomène chez moi qui, personnellement, qui a entraîné effectivement un arrêt, un blocage de certaines hormones, dont les oestrogènes pour moi, qui fait que du coup, aujourd'hui, je n'ai plus mes règles, puisque le mécanisme, que ce soit oestrogène, progestérone, ou quelles que soient les hormones du cycle que vous touchez, il est évident que ça a un impact sur vos règles. Voilà, sur vos règles, ou de trop ou de pas assez, mais vous allez avoir des impacts. Donc, du coup, je me suis aperçue, on va dire avec ça, qu'il y avait une problématique. Et c'est en ça que les stérilés sous hormones me posent des problématiques. C'est-à-dire, est-ce que ça en est la cause? Je ne le saurai jamais. Est-ce que je dois le déconseiller? Je dirais oui, parce que quelque part, ça vous empêche d'abord d'être vraiment régulière, de pouvoir prétendre effectivement à avoir un cycle régulier. C'est encore apporter à votre corps, et moi je suis désolée, même si je suis un peu drastique sur le sujet, je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être se poser les bonnes questions, et on se contraint tous les jours, et de plus en plus par les régimes, par plein de trucs, à manger sainement, manger bio, à manger sans tout un tas de conneries. Et moi je l'ai fait la première, hein, et en même temps on se prend des hormones toute la journée. Voilà, on est en train de s'apercevoir que la surabondance de médicaments, outre, je ne parle pas des compléments alimentaires qui vous permettent de complémenter des absences éventuelles de minéraux ou de vitamines que vous avez. Non, je vous parle de Advil, pardon, excusez-moi, il ne faut pas que je cite, mais d'anti-inflammatoires, d'antidouleurs toute la journée. Encore, je veux dire, aujourd'hui, toutes les vaccinations qu'on fait, on voit là à la télé qu'à la seconde où vous êtes sorti de votre vaccination, on vous met un coup d'antidouleur. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de fièvre ou de ne pas trop en avoir. Vous avez mal aux jambes, anti-inflammatoires, machin. Enfin, de toute façon, tout, aujourd'hui, est une cause de prise de médicaments. Voilà. Moi, je suis la première à voir. Mes parents, dès qu'ils ont mal à la tête, c'est Doliprane. Voilà, c'est clair, net, précis, sans compter les antibiotiques qui ne sont pas automatiques, sauf que aujourd'hui c'est automatique sur le bouton du médecin et de la pharmacie. Et donc du coup, si vous voulez, on est dans cette espèce de polémique aujourd'hui pour bon nombre d'entre nous de vouloir avoir une sainteté de vie, sainteté, je sais pas si ça se dit, enfin une vie saine. On est en train de mettre en avant tout ce qui est mauvais pour la santé, ces produits transformés, blablabla. Mais nous, en tant que femmes, la première chose qu'on fait, c'est prendre la pilule. Donc on est en train de s'injecter des hormones, clairement, hein, parce qu'on est en train de critiquer les bodybuilders qui s'injectent de la testo, mais bon, nous, on s'envoie quand même des hormones pour pouvoir être régulés. Et je comprends que c'est un confort, hein, ça je l'entends bien, n'empêche que c'est ce qu'on fait. Voilà, c'est quand même pour du confort et pour pas tomber enceinte, mais bon, ça à la limite, vous avez d'autres moyens de contraception qui, somme toute, des fois sont même plus à privilégier parce que du coup, aujourd'hui, on est en train d'empêcher les jeunes d'avoir conscience que
Euh, et ça, c'est vraiment particulier. Moi, là, je digresse complet. Mais n'empêche que, moi, je me dis, aujourd'hui, les filles se disent, je suis sous pilule, je ne peux pas tomber enceinte. Par contre, à aucun moment, elles se posent des questions sur la MST. Et encore, je ne parle pas de sida. Soyons gentils. Et ça devrait quand même être une question parce qu'on parle de pas de sida parce qu'aujourd'hui c'est plus le mot à l'actualité. Aujourd'hui c'est l'actualité, c'est le Covid. Aujourd'hui c'est tous ces merdes de maladies de cancer qu'on chope un peu partout sans vraiment comprendre pourquoi. D'où le retour d'ailleurs à la vie un peu plus saine. Et donc du coup, si vous voulez, les enfants maintenant les femmes sont souvent, les filles sont souvent contraintes, enfin du moins sont habituées à se dire, moi tant que j'ai ma pilule, je tombe pas enceinte, parce que c'est ça la problématique. Après, mettre un préservatif, c'est un petit peu une option, on va dire, pour bon nombre d'entre vous, de jeunes, en tout cas pour ceux qui pourraient écouter ça, parce qu'ils estiment que, enfin, c'est pas la priorité. Ils ont pas, c'est leur premier rapport sexuel, donc ils n'ont pas conscience qu'on peut avoir des MST sans avoir eu de rapport sexuel. Que voilà, et puis même c'est le b à bas de ne pas voilà de pas avoir de transmission de maladie, mais bon, c'est un autre débat. Donc, si vous voulez, moi, à mon sens, la pilule, le stérilet, tout ça, c'est très bien parce que ça a permis à la femme de se retrouver dans des situations physiques qui soient proches de l'homme en n'ayant plus ces contraintes de douleur. Ça, je le comprends. Moi, la même première, quand on m'a vendu ça sur le papier, je me suis dit, plus de règles. Génial, top, moumoute. Et en fait, en définitive, ben aujourd'hui, bon, pour des raisons qui sont certainement autres que celles-ci, ça m'a empêché de m'apercevoir que je n'avais plus mes règles. Et donc, j'avais un problème hormonal qui, à mon avis, est très très lié avec mes problèmes digestifs, mais ça, il n'y a que moi qui le pense, et peut-être d'autres personnes scientifiques, mais bon, sur le marché, on va dire, des recherches, ça pose des difficultés. Mais bon. Donc voilà, donc pour ça, pour vous dire que vous, madame, à part les syndromes physiques que ça peut apporter d'avoir ces règles, que moi j'ai encore, parce qu'il faut bien comprendre que même si j'ai pas mes règles, j'ai quand même tous les effets qui se coulent. Hein. J'ai quand même le ventre qui gonfle en période de l'année, du mois. J'ai des moments où je suis très fatiguée et je ne le comprends pas, mais maintenant je commence un peu à suivre la méthode lunaire qui fait que je comprends bien que je suis soumise à énormément de problèmes hormonaux et donc du coup aux mêmes problématiques que si j'allais avoir mes règles. Et donc, du coup, je me retrouve dans des situations une semaine par mois à peu près, même des fois un peu plus, parce qu'il y a des périodes dans lesquelles on peut avoir des moments d'ovulation que j'ai plus vraiment, mais j'ai quand même un mécanisme du corps humain féminin qui me renvoie à des problématiques physiques. Et donc, du coup, se retrouver avec des difficultés, mais pas obligatoirement une absence ou une perte de performance. C'est-à-dire que même si cette semaine-là, vous faites un peu moins de sport, ça ne veut pas dire que la semaine d'après, vous avez tout perdu. Ça, c'est clair, net et précis. Donc voilà. Donc cet article était intéressant. Il y avait un autre débat qui m'a un petit peu, qui m'a un peu intéressé parce que j'avais eu un autre podcast récent et donc du coup ça fait un petit parallèle. La question qui est posée dans cet article, c'est j'ai lu que l'on utilise plus facilement les glucides en première partie du cycle. Est-ce que c'est vrai? Alors, voilà ce que dit l'article. Moi, je trouve que c'est intéressant et on va l'écouter. Alors après, moi, j'ai pas fait de recherche plus poussée. Je pense qu'il y a des explications. Peut-être que si ça vous intéresse, on fera des recherches. Donc la réponse du scientifique, des experts, dit que il n'y a pas de différence notable dans l'utilisation des lipides et glucides selon les moments du cycle. Corrige donc le professeur Martine Duclos. Bonne nouvelle cependant, grâce aux œstrogènes qui ont notamment pour action d'oxyder les lipides, la femme a une meilleure capacité que l'homme à les utiliser comme source d'énergie lors d'un effort d'endurance d'intensité modérée. Donc je reprends. La femme a une meilleure capacité que l'homme à les utiliser, donc à oxyder les lipides comme source d'énergie, donc à utiliser les lipides comme source d'énergie dans des efforts modérés. Donc on est encore dans des efforts modérés, donc dans les hits intenses d'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, c'est niet. Dans les fractionnés de course, c'est niet. On est dans des intensités modérées, donc où on a vraiment... à peu près, voilà, on est à 60%, 70% de ses capacités maxi. Mais moi, je partirais sur voilà, le cas de courir 1h30, 2 heures tranquille, partir sur votre tapis sans être au-dessus de votre capacité ou au max de votre capacité. Voilà, toutes ces activités-là. La muscu, hein, on peut le considérer comme une activité, on va dire, modérée. Les exercices de gymnastique, etc. Tant que vous n'êtes pas dans une
une recherche d'aller dans le rouge, on va dire, ou même dans le moyen rouge, voilà. Je dis ça, c'est parce que si je vous parle de VO2 max, etc., ce qui est très intéressant, je suis pas sûre que tout le monde ait vraiment les capacités de pouvoir avoir même analysé sa VO2 max pour pouvoir dire, ouais, je suis à 60% de ma VO2 max. En gros, imaginez-vous que quand vous faites du sport, vous avez encore les capacités de pouvoir parler avec votre voisin, tout en n'étant pas complètement mort et essoufflé. Voilà. Donc voilà, donc il faut savoir que quand on fait un effort physique, par principe, on oxyde les glucides, enfin du moins on utilise les glucides comme source d'énergie. Euh, et donc du coup, il semblerait qu'en tout cas, de par nos constitutions hormonales oestrogéniques, où on en a un peu plus que les hommes, beaucoup plus que les hommes, quand eux ils ont plus de testo, nous on a plus d'oestrogène, mais ils en ont quand même. Comme c'est une hormone qui a une action, une action élevée dans l'oxydation des lipides, on aurait donc plus tendance à consommer plus de lipides au moment de l'effort, et donc du coup ça va retarder la consommation de glycogène musculaire. Et ce qui peut nous permettre de tenir plus longtemps. Bon, après, ça c'est une théorie, des recherches scientifiques très approfondies. Alors, j'ai entendu énormément de choses là-dessus. C'est vrai que à effort modéré, parce que les hommes ont tendance à être plutôt dans le VO2 max, à effort modéré sur des ultras, des endurances, les femmes tiennent plus longtemps. Et c'est vrai que dans les substrats que l'on utilise pour pouvoir avoir de l'énergie, on va utiliser des glucides, des lipides et des protéines. Donc c'est vrai qu'on utilise ces trois substrats qui sont celles de nos macronutriments, donc que l'on réingère par l'alimentation, qu'on réintègre par l'alimentation. Donc sur la partie macronutriments, nous, si vous voulez, on a pour un effort, on va dire intense et court, le corps va utiliser les réserves de glycogène, de sucre que l'on a, pour pouvoir avoir de l'énergie. Voilà. Au-delà d'un certain temps, quand on va commencer à réduire ses capacités physiques, parce qu'il faut être clair que si on est toujours dans le rouge, on va s'arrêter. Si on est dans l'effort modéré, si on continue et on veut partir dans de l'endurance longue, le corps va avoir toujours tendance à utiliser cette réserve de glycogène, enfin de sucre, mais va commencer à oxyder ce qu'on appelle les lipides. Sinon, en tant que femme, on a tendance à plus facilement oxyder les lipides. On peut donc arriver plus facilement dans cette zone-là, dans lesquelles on a une endurance, on va dire, quasi... ce qui n'est pas le cas, parce que tous les corps humains, c'est rare, les corps humains qui arrivent à utiliser que des lipides et à oxyder que du lipide pendant très très longtemps. Mais sur la théorie, étant donné qu'on a beaucoup plus de lipides dans le corps, enfin du moins qu'on a une réserve de gras qui est beaucoup plus importante que le sucre, on peut s'imaginer qu'on peut avoir un effort long et très long, même jamais s'arrêter. Voilà. Bon, après, c'est pas aussi simple que ça. Le corps humain n'a pas tendance à avoir comme priorité l'utilisation des lipides. Il faut s'entraîner dans ce sens-là. Il y a tout un mécanisme beaucoup plus complexe que ça. Mais dans la théorie, c'est ça. En gros, sur de l'effort physique intense et court, on va être sur du sucre, du glycogène, du glucide plutôt, et sur une période plus longue et a fortiori plus modérée, parce que je pense que clairement le corps humain a ses limites physiques, donc on ne peut pas être dans le rouge pendant plus de 2 heures, enfin 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, mais même d'ailleurs on ne l'est jamais vraiment. Si on est vraiment que dans le rouge, on ne tient pas longtemps. Arrivé à un certain nombre de temps, on va commencer à passer dans de l'endurance, donc du fond. Et là, effectivement, on va être sur de l'oxydation des lipides. Et donc, on va utiliser le gras comme source d'énergie. Donc, c'est un peu l'idée du cétogène, tout ça, le fameux régime actuel. Enfin, voilà, ce sera peut-être un autre sujet. Maintenant, si ça vous intéresse, le régime cétogène, moi, je l'ai déjà essayé. Je l'ai réessayé cette semaine. Ça ne fonctionne toujours pas chez moi. Hein. Je n'arrive pas à le mettre en place. Mais c'est un très, très, très beau sujet parce que ça vous oblige à apprendre ce que je viens de vous dire pour comprendre le mécanisme de la cétose. Et d'ailleurs, j'ai écouté et lu beaucoup, beaucoup d'articles là-dessus. Et croyez-moi, de manière très simple et très facile, je vous renvoie au podcast de Rudy Koya sur le sujet parce que il a réussi en très peu de temps à faire de ce régime, enfin en très peu de temps sur un petit podcast, de faire de ce régime incompréhensible et à source inépuisable de recherche un sujet assez simple à comprendre. Voilà.
Mais si vous voulez comprendre ça, allez vous renseigner et du coup comprendre simplement que nous, en tant que femmes, a priori, on a tendance donc à être plus endurante de par le fait qu'on va utiliser plus facilement les lipides qui sont une source inépuisable d'énergie et qui fait que du coup, si on arrive plus facilement et plus rapidement dans cette zone-là qu'un homme, on va tenir plus longtemps à l'effort. Mais on reste dans l'effort modéré, d'accord ? Donc, vous voyez, être une femme, ce n'est pas si négatif puisque nos oestrogènes nous permettent d'être mieux, on va dire. Voilà, donc ça c'était pour la partie, on va dire, un petit peu féminin du jour. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors, il y a plein évidemment de sujets sur la femme, la place de la femme dans le sport. Moi, je suis pas une féministe à 2000. C'est vrai que j'ai eu à souffrir, comme bon nombre d'entre vous, mesdames, eh ben, d'un statut aussi de femme et mère. J'ai trouvé que le sujet pouvait être aussi abordé dans ce podcast rapidement parce que bien qu'on soit dans le modernisme à 2000, bien qu'il y a peut-être des gens qui vont écouter ce podcast en disant pas du tout, nous, dans notre couple, tout va bien, la femme n'a pas une place de mère prioritaire et le père fait ce qu'il veut. Moi, je trouve qu'on n'est pas encore arrivé à l'équilibre. Parce que je ne suis pas féministe, mais je veux juste un équilibre comme, bien sûr, il peut être sollicité. Hein, on ne va pas mettre à égalité homme-femme dans des situations dans lesquelles l'homme ou la femme a une prépondérance ou une capacité supérieure. C'est complètement con. Mais je dirais que pour le rôle parental, aujourd'hui, on peut quand même s'équilibrer. Et je vois encore aujourd'hui, en tant que femme, on me priorise à l'appel téléphonique à l'école que celle du papa. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à tout de suite d'abord appeler la mère avant d'appeler le père, alors que je ne comprends pas pourquoi. Enfin, je veux dire, c'est un choix qui est un bon choix, ni mauvais ni bon. Mais je veux dire, dans l'absolu, pourquoi on appelle d'abord la mère ? Donc ça, c'est assez particulier quand même. Alors bon, il y en a beaucoup qui diraient que l'enfant a besoin d'une présence maternelle plus élevée quand il est jeune, voilà, pour son développement, etc. Bon, ça, peut-être que je ferai des recherches là-dessus, peut-être que je me formerai aussi sur cet aspect-là. Je trouve ça très intéressant. Mais je pense que réellement, dans l'équilibre de l'enfant, le père comme la mère jouent un rôle très important. Et pourquoi je parle de ça dans le milieu du sport? C'est parce que c'est vrai qu'en tant que femme, on m'a souvent dit, ouais, mais comment tu fais parce que toi, tu as un enfant? Donc clairement, en tant que mère, tu ne peux pas faire de sport, tu ne peux pas trouver un équilibre de vie qui va intégrer le sport dans ton quotidien puisque tu as une priorité, c'est ton enfant. Alors pour répondre à cette question, moi j'ai eu 2 vies, on va dire, dans une vie de maman. Et d'un point de vue organisationnel. Donc peut-être que vous pouvez piocher sur l'un des deux. Moi, voilà mes conseils que je peux vous apporter. Quand j'ai eu ma fille, j'étais en couple. Donc, clairement, il y avait un papa. En tout cas, une personne physique qui pouvait garder l'enfant. Comment j'ai organisé ma vie? Elle a été très simple. Je n'ai jamais fait de sport au moment où la vie familiale était réveillée. Voilà. Donc ça a été un choix délibéré. Je priorisais le fait que j'étais une maman, que j'étais aussi une femme active, j'avais une activité, parce qu'à l'époque j'étais salariée, et que donc répondre à toutes ces obligations-là, si je devais rester sur un horaire classique, 8h, enfin 7h du matin, 19h, 20h, enfin disons 20h, je ne pouvais pas là-dedans placer mon sport. Or, moi, le sport, c'était pour moi essentiel. Un moment à moi que je ne veux pas retirer. Donc si vous êtes dans cette situation dans laquelle vous voulez faire du sport et que vous vous cachez derrière les problématiques d'organisation, moi je vais vous donner 2 solutions. La première, ça a été celle de ma première partie de ma vie, dans lesquelles je me suis levée tous les matins à 4h30 et que j'ai été courir. Alors, courir... maintenant, les salles ouvrent à 5h, aller à la salle à 5h, de 5 à 6, et avoir un papa qui reste physiquement là, parce que papa, il peut largement même dormir, parce que les 3 quarts du temps, on dort à ces heures-là, ou gérer juste le bib de bébé, parce que c'est pas très très compliqué. Voir si vous êtes dans l'allaitement, vous pouvez tirer votre lait, ça c'est pas un problème. Donc voilà, donc après, bon, bien sûr, je parle pas du lendemain de l'accouchement, mais dans les premiers mois, vous pouvez aller marcher le matin, largement avec la poussette de l'enfant, sinon allez courir vous et faire votre propre life. Et moi je vous dis c'est important parce que beaucoup disent ouais mais moi j'ai marché avec mon enfant dans la poussette. Oui ou non, parce que vous pouvez aussi prévoir que vous ayez envie de ne pas avoir du tout de contact avec l'enfant, le père, le machin, on est juste dans notre monde à nous.
Les hommes ont une particularité, c'est qu'ils arrivent à s'enfermer dans leur monde. Moi, je voyais à mon ex à l'époque, il avait comme moyen de s'enfermer, c'était ses chiottes, tes toilettes. Il allait aux toilettes pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Je ne suis pas sûre qu'il faisait toujours plein de choses dedans, mais en tout cas, il était dans son monde et on ne pouvait pas le déranger. Nous, en tant que femme, en tout cas dans ma situation, j'avais pas ce moment-là, et puis je ne m'accordais pas à aller m'enfermer aux chiottes pendant 2 heures, ça me voyais pas. J'avais envie de me dépenser, d'aller voir à l'extérieur, donc je me levais très tôt. Et j'allais courir, j'écoutais de la musique, j'allais à la salle de sport pendant 1 heure, et je faisais ce que j'avais à faire, ce que j'avais envie de faire. Et c'était toujours en dehors de l'heure à laquelle, en fait, réellement, la vie commençait pour les gens qui m'entouraient. Et donc, en fait, c'était pas une contrainte familiale, c'était une contrainte pour moi, mais par contre, c'était un plaisir aussi. Alors, au début, ça peut être dur, c'est très dur, mais moi, j'arrivais pas à le placer le soir. Le soir, j'avais eu la contrainte physique de la journée, j'avais envie de voir ma fille qui, elle, était réveillée. Donc, a fortiori, j'avais envie d'avoir un échange familial avec elle. On aurait pu intégrer à ce moment-là peut-être de la marche et de la sortie en poussette avec elle. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt une interaction, la faire marcher, jouer avec elle dans un cocon familial qui me permettait d'être là et d'être bien. Voilà. Donc ça a été ma première solution dans ma première vie. Bon. Pour celles et ceux qui n'auraient pas cette possibilité-là, soit parce que papa commence très tôt le matin, soit parce que vous n'arrivez pas à vous accorder les violons avec votre mari, soit parce que vous êtes, et ce que je suis aujourd'hui, femme célibataire, mère célibataire, auquel cas, il y a eu une deuxième démarche que j'ai faite quand j'ai eu ma fille seule, et j'ai intégré une home gym chez moi. Alors, oui, c'est vrai, je fais de la muscu, donc c'est une home gym, c'est financièrement très compliqué, donc je ne l'ai pas fait en une fois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, quand ma fille dormait, le matin, je me levais toujours à la même heure, mais j'ai investi dans des petits trucs très simples. Une barre de traction, un TRX, et je peux vous dire que si vous utilisez vraiment bien votre TRX, vous allez vous sentir gainé comme jamais. Alors, c'est sûr, c'est pas de la muscu intense. J'ai investi dans des vidéos qui ne sont pas des investissements réellement, simplement j'ai intégré des hits, des moments de forte intensité. Alors c'est vrai que du coup, je n'allais plus sur de la modération de course à pied, mais comme j'avais de temps en temps, pas ma fille, puisqu'on a été on s'est mis tout de suite sur de l'alterné en termes de garde. Donc moi, j'ai eu cette capacité que la semaine où je ne l'ai pas, je vais faire ma course à pied, je fais mon endurance. Et quand je l'ai, le matin, je me lève toujours à la même heure et je fais des pompes, des tractions. J'ai acheté après, évidemment, un peu plus de matos. Et là, maintenant, j'ai super matos en termes de poids pour intégrer aussi de la musculation, travailler différemment mon corps. Et ça ne m'empêche pas, du coup, de pouvoir aller éventuellement faire de l'endurance le week-end. Comme elle a grandi, maintenant même, je fais du vélo avec elle. Donc, du coup, ça peut me permettre de faire beaucoup plus de vélo. Je vais, et c'est vrai que je l'ai intégré récemment, je vais en vélo au bureau. Et donc, ça me permet de faire mon endurance même quand elle n'est pas là. Donc, je peux l'emmener à l'école, j'ai mon vélo dans la voiture. Je garde la voiture à l'école et de l'école, je pars à mon bureau et le soir, je rentre avant l'école et je vais la chercher. Voilà, donc ça c'est vrai. Je marche tout le temps pour aller faire des courses avec elle. Donc si vous êtes avec un enfant de bas âge, vous allez faire vos courses en poussette. C'est très bien, ça vous fait aussi les bras et ça vous permet de mettre des affaires. Et donc, si vous voulez, cette barre de traction, ce TRX qui est génial parce que vous pouvez vraiment, pour un débutant, c'est super. Après, vous allez arriver à stagner, mais si vous en êtes quand la partie débutante, franchement, déjà faire beaucoup d'exercices de gainage. Vous pouvez faire des fentes bulgares, c'est-à-dire des fentes où la jambe est maintenue à l'arrière dans l'arceau. Donc, ça va vous obliger à travailler que l'avant d'un muscle. Rajouter des petits poids. Prenez des élastiques. Vous pouvez trouver facilement des barres, etc. Trouvez-vous aussi des exercices physiques qui vont faire augmenter votre cardio. Et même si je ne suis pas pour le HIIT tous les jours, je pense que alterner des séances de HIIT d'une demi-heure et des séances de renfort musculaire, déjà ne serait-ce que pour vous approprier votre corps et votre renfort, avec des barres de traction, une barre de traction, un TRX et quelques poids. Vous pouvez faire aussi quelque chose que moi je trouve très bien, c'est vous lester. Si vous voulez progresser, vous avez un sac à dos, vous mettez des poids, des livres, n'importe quoi dans votre dos et vous y allez, vous pouvez le faire lester, vous pouvez faire du gainage, vous pouvez travailler avec la Swiss Ball, qui je peux vous dire que quand vous faites des exercices de gainage et de crunch sur la Swiss Ball, vous allez décoller.
Donc, moi, je l'ai intégrée tous les matins à 4h, 4h30. Maintenant qu'elle est très grande, ça m'arrive peut-être de temps en temps d'aller courir pendant 1 heure dans le quartier. Vu qu'elle dort, ça ne me pose pas de problème. Je reviens souvent avec un petit cadeau style, je sais pas, du pain frais, une, du lait pour elle, enfin un truc qui lui permet d'être heureuse. Des fois, je lui trouve, je sais pas, des petites conneries, une petite balle pour jouer, une petite bague qui se retrouve en plastique qu'on trouve en bord dans les stations-service. Enfin voilà, vous voyez, c'est juste histoire de dire maman, elle est allée faire du sport, elle te ramène un petit truc. C'est même pas pour la récompenser d'avoir attendu parce qu'elle dort, donc elle s'en fout. Mais elle sait qu'en tout cas, je suis là. Et si vous n'avez pas cette, on va dire cette assurance de le faire, vous pouvez toujours rester chez vous avec un minimum d'efforts. Bien sûr, ça vous obligera à vous bouger, à trouver des solutions et à bien sûr investir sur un peu de matériel. Mais franchement, sans citer la marque, vous savez qu'il y a une grande marque qui vend beaucoup de matériel de sport qui peuvent facilement être à des coûts moyens. La corde à sauter, ah aussi, j'ai oublié, la corde à sauter, ça c'est vraiment un moyen de cardio super. Faire de la corde à sauter, ça vous fait votre cardio. Faire des tractions avec des élastiques, on s'en fout. Vous savez pas faire des tractions, mettez des gros élastiques, même s'ils sont très épais, c'est pas grave. Tractez-vous avec des élastiques. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez devoir diminuer l'épaisseur de votre élastique. TRX, et au fur et à mesure, vous ajoutez des poids pour faire des mouvements. Voilà. Et quand vous ne l'avez pas, parce que je pense que vous pouvez trouver des solutions ou des moments où vous ne l'avez pas, allez courir avant d'aller me boire un coup avec vos copines. Si vous devez aller au restaurant et vous devez la laisser chez vos parents, eh ben, profitez de la laisser 1h30 avant pour aller courir, ou pour aller marcher, ou pour aller à la salle de sport, vous habiller et partir voir vos copines et faire la fête. Voilà, donc c'était pour vous dire que c'est une histoire non pas de situation de mère, mais plus une question d'organisation. Dans 24 heures, il y a un sommeil obligatoire de minimum 8 heures pour que vous soyez bien. Après, chacun a sa source d'énergie, mais moi je peux vous dire que si vous dormez pas entre 7 et 8 heures, quel que soit l'humain que vous êtes, ça va être compliqué. Même les grands athlètes qui sont qu'à 4-5 heures pour s'entraîner sont obligés de retourner sur des cycles de 8 heures à un moment donné. Donc sur 8 heures, vous dormez. Vous trouvez 1 heure ou 1h30 par jour, n'importe quand, et ça 1h30 à 1h30 quand on sait qu'on reste 1 heure devant sa télé le soir, je pense que vous avez 1 heure à consacrer à un sport. Et d'ailleurs, si vous êtes plus du soir, eh ben, faites vos exercices le soir quand elle dort ou quand il dort, votre enfant. Bien sûr, ce sera peut-être au détriment du canapé et de votre chéri, mais ça, faut peut-être voir si c'est vraiment quelque chose, une source supplémentaire de cytocine dans votre couple, parce que à se regarder à une télé dans le canapé, je suis pas sûre que ce soit toujours avec des milliards de câlins et de bonheur. Intégrer ça 1 heure par jour. 1 heure, 1h30, ou du matériel chez vous, et surtout des déplacements physiques en vélo et à pied. Voilà, moi en faisant ça, je conserve, on va dire, comme je peux ma shape avec mes 36 ans, 37 ans, et donc du coup, j'arrive à mes 40, et évidemment, je suis beaucoup moins, on va dire, excusez-moi, choum. Non, je n'ai pas le Covid. Je suis juste devant la fenêtre grande ouverte. Donc, tout ça pour dire quoi? Excusez-moi. Vous êtes dans les capacités de le faire, et moi je sais bien qu'arrivé à mes 40 ans, ça commence à être différent physiquement, je le sens. Mais ça, c'est aussi sur l'alimentation qu'il faudra jouer, mais ça sera sur un autre sujet. Je pense que j'en fais assez sur la nutrition pour ne pas en parler aujourd'hui. Voilà, donc un podcast assez féminin, fémino. J'espère quand même que malgré tout, ça vous intéresse. Moi, si c'est ce genre de podcast qui vous plaît, et ben continuez à, bien sûr, d'abord sur Spotify à me noter, puisque a priori maintenant on a des notations sur Spotify. À me suivre aussi sur No Minutes, qui à mon sens est une super plateforme de podcast où on peut retrouver des podcasts de très haut niveau. À bien sûr revenir vers moi par des commentaires, envoyez-moi des emails si vous le souhaitez, des messages sur Instagram ou Facebook, je suis très facilement joignable. Et je serais ravie de pouvoir rebondir sur un de vos commentaires.
pour pouvoir en échanger la prochaine fois et au prochain podcast que je ferai, peut-être un petit peu moins féminin. Voilà, allez, je vous souhaite une très très belle journée, soirée, week-end, semaine, quel que soit le moment où vous avez écouté ce podcast. Que du bonheur et plein d'ocytocine dans votre vie, plus que de la dopamine. Laissez tomber le sucre, comme dirait Rudy Kioya, et entrez dans le bonheur de profiter des gens qui vous entourent, du sport et de la bonne santé. À bientôt!